tous. Nous allons commencer le webinaire. Je vais laisser Marc Huerta faire l'introduction. Merci à vous d'être présents. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui à ces webinaires Foxta, de prise en main des logiciels Terrasol. Je suis Marc Huerta, je suis le responsable du pôle logiciel chez Terrasol. Je vais prendre en charge l'intro de ces premiers webinaires, enfin de ces deuxièmes webinaires de l'année. Avant tout, quelques mots sur le site Terrasol, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous sommes un bureau d'ingénierie français. Notre métier principal, c'est l'ingénierie géotechnique. On est spécialisé dans la géotechnique et nous faisons partie du groupe CETEC. Et notre activité dure depuis plus de 40 ans. En complément de cette activité, nous développons nos propres logiciels. Et à ces propos, depuis plus de 30 ans maintenant, et à ces propos, nous avons décidé cette année d'organiser une série de webinaires, des prises en main des logiciels. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui souhaitent rentrer dans l'utilisation de nos logiciels, ainsi que les gens qui ont une utilisation un peu plus avancée pour se rendre compte de nouvelles fonctionnalités que nous avons proposées dernièrement. En accompagnement de cette activité de logiciel, nous proposons une activité formation. Alors, nous proposons plusieurs sessions inter-entreprises pendant l'année et que nous pouvons dérouler également en intra-entreprise, donc à votre demande. Alors, ma collègue Sandra va vous partager les calendriers de formation. Vous allez avoir la possibilité de le télécharger en PDF dans l'onglet, enfin, vous avez un bouton en bas qui s'appelle Apps. Vous avez le moyen de télécharger là-dedans le PDF. Et en complément, on vous fournit également les liens vers notre site web. À noter que c'est une activité qui prend beaucoup de volume chez nous. Pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, nous avons organisé une 50aine de sessions, ce qui a représenté pour nous 75 jours de formation pendant l'année. Nous avons rencontré et formé 450 participants et ça nécessite la mobilisation d'une vingtaine d'ingénieurs chez nous en tant que formateurs. Bien, nous allons organiser, comme je vous disais cette année, une série de webinaires, chacun mettant l'accent sur une application bien spécifique. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la série Foxta. On va vous expliquer la suite après. Donc, quelques mots sur Foxta. Foxta est un outil, c'est un logiciel calcul qui permet de dimensionner et vérifier les fondations. Et quand je dis les fondations, c'est au sens large, c'est-à-dire les fondations superficielles, profondes, mixtes et inclusion rigide. On va vous fournir dans le chat un lien vers notre page Foxta de notre site web pour que vous puissiez accéder et voir toutes les fonctionnalités qui sont aujourd'hui proposées dans la dernière version. Quelque chose d'important, je voudrais vous faire part du fait que vous avez la possibilité d'utiliser Foxta dès maintenant, pour ceux qui n'ont pas de licence, via une licence d'évaluation que vous pouvez demander au lancement de l'application. Donc, vous installez le logiciel, vous avez le setup sur l'installeur sur notre site web, et au lancement, si jamais vous n'avez pas de licence, l'interface va vous proposer de demander une licence d'évaluation. Donc, c'est un processus qui dure 2-3 minutes et vous êtes autonome là-dessus. Vous n'avez pas besoin de passer par nous. Sachez que cette licence d'évaluation reste valable pendant 30 jours à partir de la première utilisation. Autre chose importante, si vous souhaitez être au courant de l'activité Terrasol au sens large et en particulier de l'activité Terrasol, sachez que vous pouvez vous abonner à notre newsletter si jamais ce n'est pas encore fait. Donc, on va vous fournir un lien dans le chat pour que vous vous inscrivez si vous le souhaitez. Et voilà, donc on ne va pas vous spammer, je vous rassure. Donc, on va juste vous communiquer peut-être tous les mois, tous les 2 mois, avec juste les informations claires, importantes, pour que vous soyez au courant de notre actualité. Bien, alors, donc webinaire du jour. Donc, ce webinaire sera animé par Nicolas Fratini, accompagné de Minh Tuan, donc ingénieur chef des projets chez Terrasol et qui ont un usage bien large de Foxta. Ils ont participé également au développement du logiciel. Pour terminer, n'oubliez pas que vous disposez de 2 onglets à droite de cette application. Un onglet qui s'appelle Chat. Donc, il est destiné à accueillir toutes les discussions entre nous. Et un deuxième onglet qui s'appelle Questions, dans lequel on attend vos questions via ces canaux, via ces questions, pour être sûr de rien oublier dans le chat. Donc, dès que vous avez une question, vous utilisez, s'il vous plaît, l'onglet Questions pour que nous puissions bien les repérer.
Les réponses à vos questions donc, vous seront fournies à la fin de la présentation. Donc, je laisse la parole à Nicolas. Oui, Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Marc. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais démarrer la présentation de ce webinaire Foxta en faisant un petit tour d'horizon du logiciel. Et on traitera ensuite un exemple d'application pour vous montrer un peu la manipulation elle-même du logiciel. Donc, je démarre par une petite vue d'ensemble en fait, des différentes fonctionnalités traitées par notre logiciel Foxta. Donc, Foxta est un outil complet, dans le sens où il va nous permettre d'étudier le spectre complet des types de fondations, donc que ce soit des fondations superficielles, des fondations profondes, mais aussi des fondations mixtes et des fondations de type inclusion rigide. Alors, Foxta est en fait composé de 8 modules qui sont chacun autonomes, mais néanmoins interconnectés. Donc, on évoquera un peu plus tard la notion d'interconnecté. Mais il faut savoir que donc, cette suite de modules sont chacun autonomes et donc on peut constituer un projet indépendamment dans chaque module. Donc je vais les balayer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Foxta. Le premier module, Fonds Sup, va permettre de traiter l'évaluation de la capacité portante des fondations, des semelles rigides. Donc l'idée, ça va être d'évaluer la capacité portante combinée en tenant notamment compte des effets d'excentrement et d'inclinaison, et de contrôler également la surface comprimée, donc la limitation d'excentrement et les glissements. Donc tout ça, évidemment, conformément aux réglementations de la norme d'application des fondations superficielles. L'idée aussi, c'est qu'en sortie, on va pouvoir récupérer les tassements et les raideurs équivalentes en sous-face de notre semelle. Le deuxième module, qui apparaît en dessous, donc TAS-Plaque, lui va nous permettre d'étudier les radiers en fait sur des sols multicouches élastiques et donc récupérer à l'issue du calcul d'une part les tassements qui vont se produire en sous-face du radier et ensuite les sollicitations qui vont se développer dans notre radier. Donc ce module va faire l'objet d'un exercice d'application dans le webinaire d'aujourd'hui, donc j'en dis pas plus, je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Le troisième module, ça va être Tasseldo, qui lui permet d'estimer des déplacements et contraintes en profondeur dans un massif de stratigraphie quelconque, avec des sols élastiques, linéaires ou non linéaires, voire odométriques. Et donc, Tasseldo va permettre l'application de charges souples en surface et de récupérer en sortie tout ce qui est déplacement et contraintes en profondeur. Donc ça couvre un peu le spectre des fondations superficielles. Ensuite, le quatrième module va être semi-prof, qui lui va traiter des fondations semi-profondes. Donc, à la différence des fondations superficielles, une fondation semi-profonde va se distinguer par sa capacité à mobiliser de la réaction du terrain le long du fût. Donc, l'idée de ce module, c'est qu'il va permettre de mener une vérification de stabilité en intégrant d'une part la mobilisation de la réaction transversale du terrain, à la différence des fondations superficielles, et d'autre part de mobiliser la réaction tangentielle du terrain en base de fondation. Donc l'idée, c'est qu'à l'issue du calcul semi-prof, on va pouvoir récupérer d'une part les flèches et rotations de la fondation proprement dite, un torseur d'effort résultant en base de fondation, alors que usuellement la donnée d'entrée va plutôt être le torseur d'effort en tête de notre fondation, et une estimation de la surface comprimée. Donc tout ça afin de vérifier in fine la portance combinée de notre fondation semi-profonde. Et enfin, les 4 modules suivants, donc FondProf, TASPI, PicoF et GroupI, eux, vont traiter des cas de fondation profonde. Donc le premier, FondProf, va permettre de couvrir tout ce qui est vérification liée à la capacité portante géotechnique sur la base de modèles pressiométriques ou pénétrométriques. Donc le FondProf, in fine, va nous fournir des courbes de portance pour les différents états limites de service, états limites ultimes, et en se basant, en fournissant les portances conformément au sens de la norme fondation profonde. Et FondProf permettra également, en plus, d'intégrer dans la courbe de portance la vérification de la résistance structurale du béton. Le second module consacré aux fondations profondes va être TASPI, qui va lui permettre de simuler le comportement d'une fondation profonde sous chargement axial, et donc en intégrant ou non le volume de sol qui est associé autour de cette fondation,
lorsque celle-ci, par exemple, appartient à un groupe de fondations. Donc c'est un calcul basé sur les modèles TZ, donc avec les fonctions de transfert en frottement sol-pieu, et qui va permettre de récupérer en sortie d'une part des tassements et des courbes de chargement pour des pieux isolés ou en groupe, d'intégrer également les effets de frottement négatif et de traiter également les cas des massifs renforcés par inclusion rigide ainsi que les problèmes de fondation mixte. Le module PICOF, lui, va être destiné à la justification géotechnique et structurale d'une fondation qui est soumise à un chargement transversal. Donc TASMI va plutôt être consacré au comportement vertical, PICOF au comportement transversal. Donc de la même façon, par l'intermédiaire de fonctions de transfert selon un modèle PY, PICOF va nous fournir en sortie après introduction d'un torseur d'effort en tête comme donnée d'entrée. En sortie, on va récupérer d'une part le déplacement transversal et la rotation le long de notre fondation profonde, et d'autre part le diagramme des efforts internes à prendre en compte pour la justification structurale de la fondation profonde. Enfin, le dernier module, le groupie, va lui permet de faire un calcul d'un groupe de pieux liaisonnés en tête par une semelle rigide. Lui va intégrer à la fois les comportements verticaux et horizontaux des pieux. Et l'intérêt, c'est que va permettre notamment de prendre en compte les effets de traction-compression qu'on ne peut pas modéliser dans un cas d'un pieu isolé, puisque l'intérêt de groupier va justement être de prendre en compte le comportement d'ensemble des pieux liaisonnés en tête par la fondation. Donc si je poursuis cette vue d'ensemble, donc l'application de Foxta évidemment va permettre de traiter ces problématiques de fondation superficielle. Donc d'une part les semelles rigides, donc c'est les 2 exemples que l'on voit à gauche qui eux vont être traités par FondSup, on va considérer une semelle infiniment rigide. Et d'autre part plutôt les dallages ou radiés, donc qui ont une certaine souplesse et qui eux vont être traités par l'intermédiaire du module TAS-plaque, conjugué avec l'usage également de tassettes d'eau. On va également traiter donc l'ensemble des problématiques de fondation profonde comme je vous l'ai montré. Donc le pieu sous charge axiale, comme je vous l'ai évoqué, va être traité par le module TASPI. Les pieux sous charge transversale, eux, vont être donc traités par l'intermédiaire du module PICOF, avec donc la mise en place de ressorts latéraux pour simuler le comportement du pieu dans le sol soumis à une charge horizontale. On va donc également pouvoir intégrer via les modules à la fois TASPI et PICOF les effets parasites, ce qu'on appelle les effets parasites, c'est-à-dire d'une part le frottement négatif lié par exemple à l'application d'une charge à côté de notre pieu existant et qui va donc engendrer un tassement du sol et des frottements négatifs, et également les poussées latérales. Donc de la même façon, un remblai par exemple mis à proximité de notre pieu va engendrer une déformation horizontale du sol qui va donc induire des sollicitations, donc moment et effort tranchant dans notre pieu, qu'il conviendra de prendre en compte dans sa justification structurelle. Donc ça pourrait être intégré également dans Foxta via le module PICOF. Et enfin, donc les groupes de pieux sous charge combinée, comme je vous disais, donc pieux liaisonnés en tête par une semelle rigide. Et enfin, le Foxta peut également donc traiter les problèmes de fondation semi-profonde. Donc ça, c'est le module semi-prof, qui, comme je vous le disais, permet d'intégrer la réaction transversale le long du fût, et puis une réaction en pointe avec la mobilisation d'un frottement tangentiel en pointe qui est possible, et une réaction transversale ainsi qu'un frottement tangentiel le long du fût. Et donc, on va introduire un torseur d'effort en tête de notre fondation semi-profonde, donc un torseur à effort vertical, horizontal et moment. Et puis on va récupérer d'une part la déformée de notre fondation semi-profonde supposée rigide, et le torseur d'effort résultant en pied qui va nous permettre de mener un calcul de portance combinée similaire à un calcul de fondation superficielle. Et enfin, Foxta permet également de prendre en compte les problématiques de renforcement par inclusion rigide, donc que ça soit des radiés sur inclusion rigide, où dans ce cas-là, on va supposer avoir une maille infinie, et donc considérer un seul pieu situé dans une maille infinie d'inclusion. Les remblais sur inclusion rigide également, donc avec une problématique similaire avec un maillage supposé infini d'inclusion rigide. Et enfin, des semelles sur inclusion rigide, où le comportement va être un petit peu différent, puisqu'en général, on a un nombre très limité d'inclusions. Et donc, on va intégrer en plus la modélisation du cisaillement sol-sol autour de notre monolithe de sol renforcé. Donc, tout ça va être traité via
le module TASPI de Foxta. Donc voilà pour le tour d'horizon de Foxta. Et donc, comme Marc le disait, le webinaire d'aujourd'hui est une première partie pour couvrir le large domaine de fondation que couvre Foxta. Et donc l'idée aujourd'hui sera de faire un focus sur TASPLAC et sa liaison avec Tasseldo au travers de 2 exemples d'applications. Je vais d'abord faire un petit focus sur TASPLAC lui-même pour vous présenter un peu plus en détail le module. Donc l'idée de TASPLAC, ça va être de pouvoir modéliser un ou plusieurs radis en interaction. Et donc TASPLAC va traiter ce problème-là par la résolution d'un modèle hybride. Donc on aura d'une part une solution analytique pour le sol, c'est-à-dire qu'on va estimer les tassements induits dans le sol par les charges apportées en tête via des résolutions analytiques qui se basent en fait sur l'intégration de la formule de Boussinesq. Et en revanche, le radier et l'élément structural donc, va être modélisé par lui une solution numérique, donc avec un maillage et une résolution numérique de la problématique structurelle. Et donc, c'est ça qu'on va appeler notre modèle hybride. Et donc, vous voyez qu'on va pouvoir traiter des géométries vraiment très complexes de radier. Donc, à droite, un exemple d'ouvrage qui a pu être traité directement via TASPLAC sans passer par des modèles plus complexes de type élément fini. Donc, l'un des grands intérêts de TASPLAC en particulier, ça va être de traiter le cas de plusieurs radis en interaction. On sait qu'en général, ces radis en interaction vont engendrer des problématiques de tassement global absolu et de tassement différentiel qui sont impérativement à contrôler lorsqu'on va dimensionner nos ouvrages. Et donc, TASPLAC va permettre de vraiment traiter ça et d'estimer ces influences de radis entre eux sous charges différentes et avec des cotes également différentes de radier. On n'est pas obligé d'avoir des radis à la même cote. On peut également traiter, donc, comme je l'ai dit, des géométries complexes. D'une part, géométrie en plan de l'ouvrage, donc comme vous l'avez vu avec l'exemple précédent, mais également géométrie différente de radier, c'est-à-dire d'épaisseur de radier différentes. On peut faire varier voilà, l'inertie du radier, le coefficient de Poisson. On peut traiter de nervurage au sein de notre radier, de présence de joints dans notre radier ou dans notre dallage. On peut vraiment traiter des géométries très complexes directement via TASPLAC. Et en termes de chargement également, on a la possibilité de raffiner les charges qui vont nous être apportées. On n'est pas obligé de raisonner uniquement en charge uniforme. On va pouvoir traiter effectivement les charges uniformes, donc chargement réparti, mais également les charges linéiques, donc les charges qui sont potentiellement apportées par les voiles de la structure, ainsi que les chargements ponctuels qui, eux, donc, vont constituer des charges apportées par les poteaux, par exemple, de la structure. On va également pouvoir prendre en compte la présence de pieux en sous-face par la mise en place de ressorts, par exemple, sous notre radier pour créer ces contrastes de points durs qui vont être apportés par les pieux. Donc il y a vraiment des géométries très complexes qu'on va pouvoir modéliser via TASPLAC. Et puis donc, qu'est-ce qu'on va récupérer en sortie à l'issue de notre calcul? Eh bien, d'une part, donc, comme je le disais, les tassements, on va avoir accès aux tassements verticaux sous le radier. Et donc, et ainsi que les coefficients de réaction sous le radier, donc les coefficients de réaction du sol qui va nous permettre d'estimer les raideurs en sous-face de notre radier et donc de pouvoir par exemple fournir une cartographie de raideur sous le radier en fonction du zonage de chargement et de communiquer ça aux ingénieurs structure par exemple dans le cadre d'une étude avec interaction sol-structure. Pardon, je passe un slide trop vite. On aura également accès au tassement différentiel. Donc en général, les critères de tassement différentiel, notamment à l'ELS pour les radiers, sont un des critères de dimensionnement. Et donc Foxta permet de tracer en coupe directement l'évaluation de ces tassements différentiels et de vérifier que les critères demandés sont respectés ou non d'un simple coup d'œil. Enfin, dernier point, TASPLAC permettra également d'accéder aux sollicitations internes dans le radier. Donc les moments sont l'axe X, les moments sont dans l'axe Y, les moments de torsion avec MXY. Et donc ça va permettre
une fois connaissant ces sollicitations internes, soit d'évaluer le ferraillage, soit en tout cas de communiquer ces cartographies des moments à l'ingénieur structure en charge du dimensionnement du ferraillage du radier. Donc après ce balayage rapide de test plaque, le plus simple pour bien comprendre un peu le fonctionnement de ce module, ça va être de le traiter au travers d'exemples d'applications. Donc je vous propose de traiter 2 exemples. Un exemple relativement simple, dans un premier temps, d'un radier de forme rectangulaire qui va être chargé seulement avec, donc d'une part avec un chargement uniforme de 20 kPa et d'autre part avec 3 chargements linéiques correspondant à 3 voiles de valeur un peu plus importante, donc 300 kN par mètre linéaire sur les côtés et 500 kN par mètre linéaire au centre. Donc là, dans l'exemple, on va s'intéresser à un radier qui repose sur une couche de sol de 10 mètres d'épaisseur d'un module de 20 mégapascales qui elle-même surmonte une couche de sol de 20 mètres d'épaisseur avec un module de 50 mégapascales. Donc je vous propose de démarrer l'exemple. Donc là, on se trouve dans la fenêtre d'interface de TestPlaque. Donc la première onglet, on va dire, va donc permettre de définir les paramètres généraux relatifs à votre calcul. Donc ici, nous, on s'intéresse au radier rectangulaire. Donc je vais donner le titre. L'intérêt, c'est que vu on va voir qu'on peut créer plusieurs onglets de calcul dans notre projet, donc ça permet de différencier facilement d'un simple coup d'œil nos différents projets. Et puis donc, on va ensuite traiter les onglets les uns après les autres pour construire notre modèle. Donc dans un premier temps, on va vous demander les couches de sol, donc la stratigraphie à rentrer dans le sol, ainsi que les différents modules de sol. Donc ici, comme je vous l'avais dit, nous avons 2 couches de sol. Donc la première couche avec une base à -10 et la deuxième couche avec une base à -30. Donc tout simplement, je rentre ces valeurs-là. Et puis les paramètres de sol que j'ai évalués auparavant. Donc ici, on avait 20 mégapascales, 20 000 kilopascales, et en dessous, 50 000 kilopascales. Je rentre mes couches de sol les unes après les autres. Le coefficient de Poisson associé aux différentes couches de sol. Donc ici, on a la même valeur partout. Donc par un clic droit, il est possible de remplir directement la valeur dans toute la colonne. Voilà. Donc là, j'ai caractérisé la géométrie de mes couches de sol. Et maintenant, je vais m'intéresser à la modélisation de mes structures. Donc j'arrive dans l'onglet modélisation. Et là, maintenant, je vais commencer à modéliser. Donc ce que je souhaite modéliser, c'est mon radier qui a une longueur de 16 mètres et une largeur de 10 mètres. Donc je vais dans créer nouveau. Et puis je cherche à créer une plaque qui est rectangulaire, donc ça c'est bon. De module Young 1,7, c'est une plaque en béton armé. Coefficient de Poisson pour le béton armé, usuellement on retient 0,15. L'épaisseur de mon radier est de 0,80 mètres, 0,80 mètres. Et la cote de base est à 0. Je rentre ensuite en XY les coordonnées de la base de mon radier, du point initial en bas à gauche de mon radier, donc 0 et 0, et la largeur et la longueur. Donc là comme je l'avais dit, en largeur, je vais mettre 16, selon les X, et en longueur 10, selon les Y. Je valide. Et donc là, vous voyez que j'ai déjà créé ma plaque. Donc maintenant, je cherche à créer les surcharges qui vont s'appliquer sur ma plaque. Donc tout simplement, je vais à nouveau dans créer nouveau. Et là, je m'intéresse non plus à créer une plaque, mais une surcharge répartie. Donc dans l'onglet surfacique ici, je vais choisir surcharge répartie. Et puis je définis de la densité de ma surcharge. Donc ici, on avait une surcharge de 20 kPa. Et puis je remplis à nouveau les coordonnées. Donc c'est exactement les mêmes puisque j'applique ma surcharge sur l'ensemble de mon radier. Donc je reprends les mêmes valeurs que tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai créé ma surcharge. Donc vous voyez qu'en les sélectionnant, on voit la sélection qui apparaît en rouge, donc ça permet de se repérer aussi dans notre modélisation. Ensuite, je cherche à créer mes 3 surcharges linéiques. Donc là maintenant, je ne vais plus dans surfacique, je vais dans linéique. Et puis j'applique, je choisis surcharge linéique pour appliquer mes différentes surcharges linéiques. Donc ma première surcharge de 300 kN qui est à gauche,
donc avec en abscisse 1, et puis elle est située à chaque fois à 1 mètre des extrémités de mon radier. Donc en Y c'est 1, en X je reste en 1, et en Y ici je vais avoir 9. Je valide, et donc j'ai créé ma première surcharge linéique. Je fais la même chose pour les 3 autres surcharges linéiques, donc celle du centre qui est plutôt un peu plus chargée puisqu'elle est à 500 kN par mètre linéaire. Elle se situe à 8, 1, 8, 9. Et enfin la troisième. 300, qui vont se situer à un abscisse 15, et toujours avec les mêmes coordonnées en Y. Voilà, donc en fait très rapidement j'ai réussi à monter mon modèle. Donc là l'ensemble du modèle de radier que je souhaitais modéliser est bâti. Je peux aller dans l'onglet maillage ici pour en fait recalculer le maillage. Donc comme on disait, la résolution d'Antasplac est une résolution hybride, c'est-à-dire que le sol est calculé de manière analytique. En revanche, il y a une résolution numérique pour tout ce qui est des éléments de structure, et donc évidemment on va calculer un maillage du coup pour faire cette résolution numérique de notre élément structurel. Et donc une fois que mon modèle est bâti, j'ai plus qu'à lancer le calcul et obtenir les résultats. Donc la fenêtre de calcul apparaît. Et voilà, donc mon problème, le temps de calcul a mis 5 secondes à être résolu. Et puis je vais pouvoir observer les différents résultats. Donc j'ai plusieurs, quand j'arrive dans la fenêtre résultats, en fait, je vais obtenir plusieurs possibilités. Donc d'une part, vérifier mes données d'entrée qui apparaissent ici. Donc là, ça synthétise l'ensemble des données d'entrée que j'ai introduit dans mon projet. Ensuite, les tableaux de résultats. Donc ces tableaux-là sont assez denses en fait finalement, mais vont surtout être utilisés si on souhaite retravailler ces valeurs-là, par exemple par des exports Excel, et extraire certaines données pour les réimporter dans d'autres types de calculs. J'ai une synthèse des résultats, donc en fait qui va me donner les flèches maximales, minimales, les moments maximaux, les efforts tranchants maximaux et ce genre de choses. Néanmoins, l'affichage en général qui est le plus parlant va être l'affichage graphique. Et donc c'est pour ça que j'aborde ici je peux afficher ici les isovaleurs. Donc là, je peux constater que voilà, la flèche de ma plaque, la maximale, est au centre. Et je vois qu'ici, j'ai un tassement absolu de 2,5 cm au centre de mon radier. Donc très rapidement, j'obtiens la cartographie de mes tassements. On peut également regarder les moments qui vont se développer dans le radier. Donc voilà, les moments selon MX et selon MY. Ainsi que les moments de torsion MXY. Donc ça, c'est la vue en cartographie, la vue en plan. Il y a une deuxième vue qui est assez parlante aussi, c'est la coupe graphique. Donc là, je retrouve ma cartographie à gauche. Néanmoins, j'ai un outil ici qui va me permettre de tracer des coupes pour évaluer justement, enfin pour avoir un aperçu en coupe des tassements au droit de mon projet. Donc après, l'utilisateur est libre un peu de choisir l'endroit où il place sa coupe, c'est l'intérêt. Donc là, voilà, je peux faire évoluer la coupe selon l'axe, enfin la coupe selon X, en la faisant varier en ordonnée. Et de la même façon, je peux observer la coupe selon Y en la faisant varier le long de l'axe des X. Donc tout ça me permet voilà, d'avoir des sollicitations, la flèche en différents points de ma plaque. Un des points importants qu'on peut avoir en coupe également, c'est la distorsion angulaire. Donc qu'est-ce que c'est en fait la distorsion angulaire? C'est tout simplement le tassement différentiel. Donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir observer le tassement différentiel qui va se développer dans notre plaque. Donc qu'est-ce que c'est le tassement différentiel? Qu'est-ce que c'est, pardon, le tassement différentiel? Tout simplement, en fait, c'est la pente de la déformée de la plaque en chaque point. Et en général, en fait, c'est ce tassement différentiel qui fait l'objet d'un critère dans les calculs. Donc typiquement, sur les bâtiments, on se limite en général à un tassement différentiel de l'ordre de 1/500e, c'est-à-dire 2×10-3. Donc là, on voit qu'ici, dans notre projet, on se retrouve avec un tassement différentiel de 1,6, 10-3 qui est inférieur à 2×10-3. Donc on respecte très bien, a priori, les critères usuels, en tout cas, de tassement différentiel que l'on recherche pour un bâtiment. Donc très rapidement, on peut observer ça. Donc évidemment, si je l'observe dans le sens des X, on voit que le tassement
hop, différentiel est beaucoup plus faible puisqu'on a la pente la plus marquée est évidemment dans le sens des Y. On peut également afficher donc, les moments qui vont se développer. Donc, les moments mx, donc selon l'axe x, donc ça nous permet de tracer une coupe au droit de notre radier et de voir un peu les moments qui vont se développer. Donc ici, un moment de 400 kN/m au centre du radier. Et puis, on voit aussi la présence des moments qui correspondent en fait au chargement linéaire que j'ai appliqué en extrémité de mon radier, qui eux, dans cette zone-là, sont plutôt de l'ordre de 110 kN/m. Également, les moments selon MY, on peut afficher de la même façon. Donc, on a vraiment accès à tout un panel de résultats qui vont nous permettre finalement de vérifier les critères de dimensionnement de notre radier et même de le dimensionner vis-à-vis du ferraillage. Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais vous montrer. Donc vous voyez un exemple très rapidement monté et qui permet de très rapidement récupérer l'ensemble des sollicitations qui vont se développer dans notre radier. Le deuxième exemple va lui consister en une étude un petit peu plus complexe. Donc dans cet exemple-là, on souhaite étudier 2 radiers en interaction. Donc déjà un radier avec une forme trapézoïdale, donc plus une forme rectangulaire, qui est en interaction avec un radier en L. Donc on va dans un premier temps s'intéresser uniquement au radier trapézoïdal. On va introduire donc sa géométrie, puis les différents chargements qui vont s'appliquer sur notre radier. Donc d'un point de vue sol, on se retrouve ici avec un radier qui repose sur une couche d'épaisseur 20 mètres avec un module de déformation de 30 mégapascales. Et puis cette couche-là elle-même repose sur 30 mètres d'une couche de sol avec un module de 80 mégapascales. Donc, je reviens sur mon... Je reviens sur ma fenêtre, sur mon module Foxta. Donc maintenant, je souhaite créer une nouvelle variante. Donc voilà, je clique sur l'onglet ici. Donc au sein d'un même fichier, d'un même projet, je peux créer plusieurs variantes. Donc là, ici, je vais créer mon radier trapézoïdal. Je vais introduire les différentes couches de sol qui composent mon radier. Donc là, voilà, la méthodologie reste la même. On suit le déroulé de nos onglets. Donc ici, on avait -20 et -50. Un module de sol de 30 000 et 80 000. Et puis un coefficient de Poisson de 0,33. Voilà, donc mes paramètres de sol sont rentrés. On voit ici ma stratigraphie que je peux contrôler sur l'affichage graphique. Et puis donc je rentre dans la fenêtre modélisation. Donc là, vous vous rappelez qu'on a une modélisation un peu complexe ici, puisqu'on a un radier trapézoïdal. Donc on n'a plus une plaque rectangulaire, on a une plaque quelconque. Donc on va dans plaque ici à droite dans l'onglet rectangle. En fait, on peut choisir la forme du radier. Donc nous, dans notre cas, on est dans un polygone. Donc je vais définir les caractéristiques de ma plaque. Donc j'avais un module Young de 10 gigapascal, on est sur du béton, avec un coefficient de Poisson de 0,15 pour du béton armé, une épaisseur de 1 mètre, et puis la cote de base à 0. Et puis là, j'ai la possibilité de rentrer mes XY soit à la main, donc j'ajoute des points ici, puis je rentre mes coordonnées à la main. Néanmoins, quand on a des radiers avec une géométrie vraiment très complexe, ça peut être assez fastidieux. Donc il y a également la possibilité d'importer des points directement. Donc là, par exemple, si je me suis préparé un fichier Excel avec les coordonnées de mon radier, j'ai plus qu'à les sélectionner, à faire un copier-coller. Et puis ici, via l'assistant de modification, je peux importer directement mes points. Donc là, en colonne XY, j'ai l'ensemble de ce qui est dans mon presse-papier actuellement, donc les colonnes de points que j'avais déjà sélectionnées, que je n'ai plus qu'à importer. Donc je choisis entre la ligne 1 et la ligne 5. Voilà, j'importe mes points. Hop. Et puis voilà, très rapidement, du coup, j'ai pu bâtir ma géométrie complexe de radier.
Et donc sur ce radier, dans l'exemple, on appliquait d'une part une charge répartie de 25 APA et ensuite 4 charges réparties mais de moindre emprise. Donc je vais les créer. Donc premier cas que je crée, c'est ma surcharge répartie. Donc comme j'ai dit, j'avais une surcharge répartie sur l'ensemble de mon radier de 25 kPa. Et ben donc à nouveau, je vais choisir polygone et puis je vais venir importer mes points comme je l'ai fait précédemment. Donc là, pareil, très rapidement, j'importe ma surcharge. Donc ça, c'est ma première surcharge répartie. Et ensuite, je souhaite créer mes 4 autres surcharges. Pardon. Donc c'est parti. Surcharge surfacique, surcharge répartie. La première est une surcharge circulaire. Donc elle a une densité de 500 kPa. Et puis ses coordonnées, donc c'est 1, 7 avec un rayon de 2 mètres. Voilà. Et puis en plus, j'ai plus qu'à créer ensuite mes surcharges réparties carrées. Donc surcharge répartie, densité 900 kPa. Donc la première est à moins 8. 2 avec une largeur de 2. Elles font 2 mètres par 2 mètres chacune. Et donc très rapidement, je vais les créer. Donc vous voyez qu'à chaque fois que j'ai créé une surcharge, enfin, quand on vient dans les onglets sélectionner un peu les différents éléments que l'on a créés, on les voit se surligner, donc ça permet de se repérer très facilement. Donc là, sur des projets comme ça, effectivement, on a peu d'éléments. Il arrive qu'il y a des projets sur lesquels on a beaucoup d'éléments à traiter, et donc ça permet de se repérer très facilement dans l'interface. Donc là, je finis de créer mes surcharges réparties. Il ne me reste plus que 2. Pardon, hop. 2, 2 et 2. Voilà, et troisième surcharge. 6, 10, pardon, 10, 2 et 2. Donc voilà, très rapidement, là, j'ai réussi à créer mon problème. J'arrive dans l'étape maillage, donc je vérifie que le maillage est OK. Donc ce coup-ci, le maillage n'est plus rectangulaire vu que la géométrie est relativement complexe. On est sur un maillage triangulaire qui permet de mieux caractériser en fait la géométrie du problème. Et puis, je n'ai plus qu'à lancer le calcul. Et donc très rapidement, j'obtiens mes résultats. Donc à nouveau, la fenêtre de présentation de l'ensemble des résultats. Donc là, je vais revoir mes iso-valeurs. Donc je vois là ici le tassement absolu de ma plaque qui se situe à 3,48 cm, donc 3,5 cm au centre. À nouveau, j'ai la cartographie de mes moments MX, MY, donc là, voilà. On voit également, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'était donc d'une part le tassement du sol, qui ici est évidemment très similaire à celui de la plaque, puisque le sol est en contact avec notre plaque. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction du sol, donc là qui nous montre en fait la contrainte qui s'exerce en sous-face de notre radier sous le sol. Et donc cette réaction du sol derrière va nous permettre d'estimer le coefficient de réaction, en fait, le rapport entre la charge et le tassement du sol qui s'applique. Et donc c'est ces coefficients de réaction, ces raideurs-là, en fait, qui vont pouvoir être transmises au bureau d'études structure pour mener des calculs d'interaction sol-structure. Donc à nouveau, on a également nos résultats en coupe. Donc voilà la flèche de la plaque. Alors ici, compte tenu de la géométrie qui est un peu biscornue, on peut passer aussi par des coupes orientées. Dans ce cas-là, on choisit nous-mêmes le centre qui nous intéresse. Donc par exemple, si je souhaite cibler ici, je vais me placer un Y de 7 et un X qui vaut à peu près 2. Voilà, donc je me place mon centre ici. Et puis après, je peux faire pivoter donc ma coupe pour étudier un peu la courbe de tassement selon un axe qui longe un peu plus l'ensemble de mon radier. Donc là,
voilà, ça permet d'être très libre sur le choix des coupes qu'on souhaite étudier et de vraiment afficher, notamment en termes de flèches et de tassement différentiel, les résultats les plus pertinents. Donc là, à nouveau, on regarde les tassements différentiels, on voit que, par exemple, localement, je vais dépasser ce critère de 1/500e. Donc à voir après quels sont les critères admissibles sur le projet, mais ça donne une indication en tout cas du fait que la charge ici va induire des tassements différentiels relativement importants sur mon radier. Alors toutes ces solutions que je vous ai montrées là, donc, permettent de récupérer les tassements en sous-face, du radier. Néanmoins, on a les tassements uniquement en surface et donc l'intérêt de cet exercice, ça va être de vous montrer aussi le principe d'exportation vers Tasseldo. Donc Tasseldo, un deuxième module de Foxta, qui va nous permettre lui d'étudier les tassements en profondeur et donc par exemple la zone d'influence des tassements de notre radier. Donc tout est automatisé, donc là j'ai juste à cliquer sur l'exportation vers Tasseldo. Et là, automatiquement, vous voyez que j'ai basculé sur un autre module, qui est maintenant le module de Tasseldo. Donc vous voyez ici, en fait, on a la gestion de nos différents modules dans un projet, puisque dans un même projet, on peut faire appel à différents modules. Donc si je reclique ici, je reviens sur mes modules TaskPlaque d'avant. Et donc là, automatiquement, mon projet a été exporté sur Tasseldo. Alors l'export, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a pris la géométrie de mon projet avec le maillage de mon projet et il a importé d'une part le profil de sol que j'avais rentré en données d'entrée et d'autre part, plutôt que d'importer donc un radier avec sa structure et puis le chargement localisé du radier, il est allé récupérer la contrainte qui était en sous-face de radier dans le sol pour l'appliquer en tant que chargement localisé ici. Et donc vous voyez qu'ici, en fait, la charge a été totalement discrétisée pour bien refléter les variations de contraintes dans le sol en sous-face de mon radier. Donc c'est typiquement, si je reviens sur l'onglet d'avant, si je reviens voir les résultats, hop, c'est typiquement la réaction du sol ici. En fait, cette cartographie-là a été directement exportée sous Tasseldo. Alors, quel intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est que ça nous permet de, vous allez voir, de récupérer nos tassements en profondeur. Donc là, une fois que j'ai ce projet-là qui est bâti, j'ai plus qu'à caractériser la discrétisation que je souhaite avoir en profondeur dans mon sol. Donc, je vais mettre 10 et 10 par exemple. Ensuite, le comportement du sol. Donc ici, en fait, Tasseldo va nous demander d'évaluer, de définir la loi de comportement dans notre sol. Donc ici, nous, on se place dans un cas élastique linéaire. Et donc, on nous demande les informations, c'est le module de déformation du sol et le coefficient de Poisson. Donc, c'est des informations que j'avais déjà rentrées dans TaskPlaque. Donc, elles ont été automatiquement exportées dans Tasseldo. Et ici, il va falloir que je rentre le gamma. Donc, voilà, poids volumique, typiquement, on va mettre à 20 et 20. Puis je vais rentrer donc les charges, donc ça c'est la donnée d'entrée qui va en fait induire les tassements dans Tasseldo. Donc ces charges-là sont déjà entrées comme je vous l'avais dit, puisque c'est directement le résultat du calcul TaskPlaque. Et donc je vais dans l'onglet calcul maintenant pour définir des points de calcul. Donc là automatiquement il m'a défini beaucoup de points de calcul, je n'ai pas besoin d'autant de points de calcul. Moi ce qui va m'intéresser en fait c'est d'établir une coupe ici, par exemple au centre de mon radier, pour évaluer les tassements en profondeur et puis la zone d'influence en fait, des tassements autour de mon radier. Donc typiquement, je vais prendre l'assistant, j'ai disposé mes points le long d'un segment. Et donc là, je vais dire par exemple, le segment, je vais prendre entre -15, donc mon radier lui va entre -10 et 10, je vais prendre 5 mètres de part et d'autre, donc -15, le Y, 5, on va se placer au centre. Le Z, je le mets à 0 puisque c'est la sous-face de mon radier. Et puis 15, 5, 0. Je vais mettre 30 points pour discrétiser un petit peu. Donc voilà, en fait, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que je vais faire le calcul ici pour entre -5 mètres et 5 mètres, je vais regarder les tassements qui vont se développer en profondeur suite à l'application du chargement sur mon radier. Donc si on regarde vue de côté, dans ce plan-là par exemple, on voit bien la variation de surcharge avec les contraintes qui évoluent
en fonction de la discrétisation que j'ai imposée. Et donc, je n'ai plus qu'à lancer le calcul. Et voilà. Et donc là, à nouveau, j'obtiens une fenêtre avec plusieurs paramètres de résultats. Donc certains paramètres, résultats ne sont pas affichables parce que, en l'occurrence, ici, il y a des Tasseldo permet également de mener des calculs de type consolidation. Donc ça, c'est pas l'objet de l'exercice d'aujourd'hui. Néanmoins, on voit que voilà, il y a les résultats de tassement de consolidation, de degré de consolidation en fonction du temps peuvent être obtenus via Tasseldo. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de regarder d'une part les résultats en iso-valeur. Donc là, le tassement vertical, je vais regarder, j'avais fait une coupe selon le plan OXZ, donc je regarde évidemment la vue de côté plan OXZ. Et donc là, il m'a fait l'évolution des tassements avec la profondeur. Donc là, je vois, donc mon radier est situé entre -10 et 10. Donc je vois en fait jusqu'où le chargement de mon radier a une influence dans le sol en termes de tassement. Donc, et en profondeur et également en largeur, puisque je vois que voilà, jusqu'à 5 mètres à peu près, j'ai encore un tassement engendré par la présence de mon radier de 1,5 centimètre. Donc ça me permet d'évaluer l'impact de mon radier sur potentiellement des avoisinants. On peut également récupérer les courbes de tassement. Donc, par exemple, si je me mets au centre de mon radier, donc à 0, on voit l'incrément de contrainte verticale qui est apporté par les chargements apportés par le radier. Donc là, voilà, je vois l'incrément de contrainte verticale de à peu près en tête 90 kPa. Et puis également les déformations qui se produisent. Donc là, voilà, en chaque point d'étude, je vois l'évolution du tassement avec la profondeur. Donc si je me place évidemment en extrémité donc, de mon modèle, à la cote -15, donc là je suis à 5 mètres de l'extrémité de mon radier, je vois que le tassement résiduel est plutôt de l'ordre de 5 mm. Et puis évidemment au centre de mon radier, je retrouve les 3,2 cm que j'avais obtenus sous tasse-plaque. Donc voilà, avec un calcul déjà automatisé, en fait, on a pu très facilement récupérer ces déformations dans l'espace autour de notre radier. Maintenant, je vais revenir dans tasse-plaque. Et puis, vous vous rappelez qu'on souhaitait étudier l'interaction entre deux radiers. Donc là, pour le moment, j'ai bâti seulement mon premier radier trapézoïdal. Et donc, je vais regarder l'impact que peut avoir radier trapézoïdal plus radier en L. Donc là, on va introduire maintenant le deuxième radier. On va regarder l'impact des deux. Donc mes couches de sol ne bougent pas, hein, j'ai juste à rajouter maintenant un radier. Donc vous vous rappelez, le radier a une géométrie en L. Si je reviens sur la présentation pour vous remontrer vite fait le modèle. Donc là maintenant, ce qu'on souhaite ajouter, c'est ce radier en L d'épaisseur 60 cm avec une charge répartie de 120 kPa. Voilà. Donc si je rajoute mon radier en L, il y a deux façons de faire. Donc comme vous l'avez vu, on peut directement rentrer un polygone donc, en important les points. Il y a aussi, pour le cas de radiers voilà, qui ont une géométrie comme ça, une façon un peu différente de procéder. Donc là, je vais rentrer d'abord une plaque rectangulaire. Donc, on se rappelle que notre radier a une épaisseur de 60 cm. Donc je rentrerai quand même à 0,60. Alors la base de mon radier, on va la mettre à -3 et un peu plus profond. On va voir justement l'impact que ça peut avoir. Et puis donc je vais rentrer les coordonnées de mon radier. Et donc là, je vais rentrer comme si c'était une plaque rectangulaire, donc sans tenir compte du fait qu'il y ait cette forme en L, c'est-à-dire que j'englobe mon L, donc largeur 15, longueur 10. Voilà. Et puis maintenant, en fait, ce que je souhaite faire, c'est évider ici mon radier. Donc plutôt que de définir une géométrie en L, je vais définir un rectangle et puis je vais évider ce radier. Donc, alors avant d'évider, je vais créer ma surcharge répartie qui a la même géométrie, donc 120 kPa
puis pareil, moins 18, 10, 15, 10. Voilà, donc là, j'ai créé ma surcharge répartie 120 kPa. Et puis, je vais évider mon radier. Donc, pour ce faire, en fait, il y a un outil qui s'appelle une zone sans plaque qui permet justement ça vous permet d'affiner les géométries sans forcément créer à chaque fois des géométries complexes point par point. Donc là, je vais créer un rectangle pour évider ma plaque. Et donc, hop, je mets les coordonnées. 10.5, 10, 10.5, 5. Je valide. Et voilà. Et donc là, j'ai modélisé en fait mon radii en L juste en indiquant à TestPlaque que dans cette zone-là, il n'y a pas de plaque en réalité. Et donc, le problème est modélisé. Donc maintenant, je vais dans maillage. Donc on régénère le maillage. Et puis, on n'a plus qu'à lancer le calcul. Voilà. Et donc là, je peux afficher d'une part les résultats en iso-valeur. Donc là, on voit qu'en fait, il y a le radii ici est chargé uniformément. Néanmoins, on voit qu'il y a une espèce de léger basculement d'effet d'entraînement. Idem pour ce radii-là. On voit également que le tassement est un peu plus prononcé ici, puisqu'on a 3,6 cm. Et donc, ça va être un petit peu plus visible sur la coupe graphique. Où voilà, quand on va souhaiter tracer la flèche de la plaque, donc là, typiquement, je vais vouloir tracer une coupe dans ce sens-là. Donc, on va prendre la coupe orientée, le point est à peu près centré, et puis on va la tracer dans ce sens-là. Et là, on voit tout à fait l'effet d'entraînement du radier. Donc, celui-ci est soumis en plus à une charge au centre relativement importante de 500 kPa, donc on la voit qui apparaît ici. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a un basculement du radier un peu plus prononcé que tout à l'heure. Et sur ce radier-là qui est chargé uniformément, on voit tout à fait l'effet d'interaction qui se produit. Il y a un fait d'entraînement de l'un vers l'autre. Donc là, typiquement, ça va être apparaître dans la distorsion angulaire qu'on va faire apparaître. Donc là, on voit voilà, la distorsion angulaire qui se produit sur le radier en L, alors que celui-ci est chargé uniformément. Donc là, clairement, le TestPlaque nous permet très rapidement d'évaluer l'interaction entre ces deux radiers et donc justement de pouvoir raisonner en termes de tassement différentiel et de vérifier que les critères sont respectés ou non. Là, en l'occurrence, on voit que pour ce radis-là, on va dépasser à nouveau le critère de 1/500e. Si on l'avait traité indépendamment les deux radiers, on n'aurait absolument pas vu ce tassement différentiel qui se produirait. Voilà, on peut également afficher une vue 3D de l'ensemble pour voir justement les effets d'entraînement. C'est un petit peu plus parlant. Donc là, en fait, automatiquement, on va générer une vue 3D des tassements qui vont se produire. Donc là, on voit ici notre premier radier et puis le deuxième radier en L qui est ici, avec donc typiquement, on voit bien la flèche ici qui se prononce, enfin qui est relativement prononcée avec les deux radiers qui basculent l'un vers l'autre. En fait, cet effet d'entraînement est tout à fait illustré ici. Voilà pour ces deux exemples qui permettent rapidement d'illustrer un petit peu les différentes fonctionnalités, l'intérêt de TestPlaque, en particulier sur ces aspects d'interaction, et également l'intérêt des connexions entre les modules. Donc là, on a bien vu que très rapidement, on pouvait passer de TestPlaque à TestEldo pour évaluer des tassements en profondeur, des zones d'influence de radier, etc. Donc voilà, ces exemples-là permettent d'illustrer ça. La fois prochaine, on pourra traiter d'applications encore un peu plus avancées, donc notamment d'interaction entre différents systèmes de fondation. Donc ici, on a par exemple vu qu'on s'intéressait à l'interaction d'un radier l'un sur l'autre, mais typiquement, on peut aussi avoir un ouvrage à construire qui serait soumis, enfin qui serait situé à proximité, pardon, d'un ouvrage existant sur pieux, d'un autre ouvrage existant avec un niveau de sous-sol et donc un voile abritant le niveau de sous-sol. Et donc, on pourrait voir justement, l'objectif ici serait d'évaluer, grâce à notre calcul de radier, comment
quels sont les effets, notamment en termes de jet de Z sur les pieux, en termes de frottement négatif sur les pieux, et puis les incréments de poussée horizontale qui pourraient se développer également sur l'ouvrage existant avec niveau de sous-sol. Donc voilà, tous ces mécanismes-là d'effets parasites peuvent être évalués également par Foxta. Voilà, donc j'en ai fini. J'espère que cette présentation vous a intéressé et que vous serez intéressé également par une présentation additionnelle sur ces problématiques de fondation profonde. Je laisse maintenant, Merci beaucoup, Nicolas. je n'ai pas trop regardé le chat pendant On la a encore présentation. quelques questions, si tu veux bien y répondre en direct, si ça te va. Tout à fait, ouais, c'est ce que j'allais Allez, dire. Je n'ai pas regardé les questions dans le... c'est parti. Donc, Alors, ça répond... je te laisse, vas-y. Je rebondis sur ma précédente question. Alors, j'ai pas vu la première question. Modélisation de la couche de forme. On doit ainsi intégrer dans notre modèle le poids propre de la couche de forme. C'est sur ta plaque ou sur ta selle d'eau la question là? Je n'ai pas fait attention. Alors, attends, je vais essayer de te retrouver la première question. Alors, je vais redémarrer tout en bas, je m'en excuse. Hop, je vais lancer la première question du coup. Hop, parce qu'en fait, du coup, Marc et Mintvan en ont déjà répondu à pas mal. D'accord. Marc, peux-tu peut-être aider Nicolas? Peut-être, Mintoine, c'est toi qui as répondu à la première. Ton micro. Je suis en train de regarder, en fait. Il y a plusieurs questions, donc il faut qu'on réponde au fur et à mesure, quoi. C'est intense. Hein. Je pense... Alors, la première question de Ahmed. Alors, merci pour les réponses. Si j'ai bien compris, on doit juxtaposer plusieurs éléments avec des inerties différentes. C'est sa première question. Sur Tasplar, c'est ça? Je pense que ça doit être ça, oui. Attends. Sur Tasplar, il est possible de modéliser plusieurs radiers avec géométrie complexe, avec l'inertie variable. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question-là. D'accord. Alors, je mets la une des autres questions qu'il a mis en... Juste pour compléter, effectivement. Juste pour compléter, effectivement, sur ta plaque, on peut modéliser plusieurs radiers, chacun défini avec une plaque, avec un pro-inertie différent. Donc, c'est tout à fait compatible, oui. Ok. Nicolas, peux-tu répondre à la question sur l'écran, s'il te plaît? Pardon. Alors, cette manière de modéliser les éléments coïncide les feuillets moyens des éléments de plaque. C'est quoi la question? Quelle est la manière... Enfin, qu'est-ce qu'on a... C'est ça. Je vois pas à quoi la manière de modéliser les éléments fait référence. C'est sur les... C'est à nouveau sur l'intégration des couches de forme ou c'est autre chose? Alors, la question qui était juste avant, c'était si je prends le cas d'un radier caisson, les nervures pourront être modélisées sous forme d'éléments plaques mobilisant l'inertie correspondante. Oui. Ok. Et du coup, après, il a c'est ça, posé les la nervures, question. en fait, on va les modéliser. En fait, quand on a un radier, par exemple, avec des nervures, effectivement, on va modéliser d'abord l'ensemble du radier, puis par-dessus les nervures. Et en fait, test plaque automatiquement, quand une plaque est rajoutée sur une autre plaque, il prend en compte l'inertie de la nouvelle plaque rajoutée. Donc, ça permet d'intégrer ces problématiques plutôt que de juxtaposer un radier, radier, puis nervure, puis radier, puis nervure. On peut juste créer un radier global, puis intégrer par-dessus les nervures. Très bien. Je remets encore une de ces questions, du coup. Qu'en est-il du moment d'inertie qui est différent selon l'axe de rotation? En fait, c'est le moment d'inertie dont on parle, c'est UI, produit par l'inertie. Donc ça, c'est pris en compte. Oui. Donc c'est propre à chaque radier. D'accord. Donc on ne définit pas, ça ne fait pas paramètres des paramètres d'entrée, l'effet d'introduire la raideur en rotation. C'est la raideur des flexions qui intervient. Ok. Qu'en est-il de l'effet de voûte entre les éléments? Entre quels éléments? Les radiers ou... Entre deux radiers en interaction?
Ça doit être ça. En fait, ça fait suite à la précédente question. On vient à l'interaction entre les radiers. En fait, elle est gérée au niveau de l'équilibre entre la déformation de la plaque et du sol. Donc, dans l'exemple qu'on vous a montré, on a pris un radier, on l'a chargé et ensuite on a fait un export vers Tasseldo, ce qui nous a permis de voir la zone d'influence autour. Ouais. Donc, en particulier de l'interaction avec le reste des ouvrages. Donc, l'effet de voûte que vous nommez, en fait, c'est un effet qui se produit via le sol. Donc, je charge mon radier ou le sol directement, ce qui est possible également sur Tasplaque. Et donc, je vois l'effet que ça produit sur les restes des ouvrages. Et c'est comme ça qu'on gère en fait l'interaction entre un ouvrage et un autre. Super, merci. J'en ai d'autres. Comment mettre des efforts horizontaux sismiques avec des fondations sup? On peut utiliser fond sup avec les efforts horizontaux. On choisit la combinaison ONU sismique. Puis, il Tout y à a fait. À noter. une option qui permet de vérification sismique selon le code 8, qui a été aussi intégré dans fond sup. Et donc ça fait partie du module FontSup. À noter que sur Tasplaque, il n'est pas possible, on ne traite pas forcément aujourd'hui, dans la version actuelle, le problème horizontal. Donc on ne peut pas introduire un effort horizontal sur Tasplaque, mais cela peut être traité effectivement avec le module FontSup, et puis afin de traiter le phénomène sismique, bien évidemment. Ouais. Très bien, j'en mets une autre du coup. Alors, merci, mais je ne le vois pas, ce bouton coupe graphique. Il n'y a pas de barre d'étage quand on visualise les tassements. Alors, j'ai répondu à la première question. Nicolas, est-ce que tu peux réafficher le dernier exemple dans la partie résultat, et juste pour montrer le bouton, pour que ce soit, je pense qu'une image est On plus parle de claire. Tasplaque, hein, c'est ça? Tout à fait. Ouais. C'est le bouton qui est au milieu dans la partie résultat. C'est le type coupe graphique, en groupe fait. graphique, exactement. En fait, si on est dans les iso-valeurs, effectivement, il n'y a pas de coupe affichable. Il faut revenir dans la fenêtre de résultats principaux et là, afficher les coupes graphiques. Une autre, Sandra? J'ai une autre question. Avec un radier chargé avec une surcharge uniforme, pour la réaction au sol, on aura un diagramme avec deux pics en bord et une valeur stabilisée entre les deux, coupe de D. Quelle raideur doit-on prendre en compte? Chargé. En théorie, il faudrait fournir les deux, quoi. Il faudrait considérer une raideur un peu plus élevée en bord et une raideur plus faible au centre. Est-ce possible de modéliser un radier d'épaisseur variable linéairement? Non, il faut, enfin, si, mais il faut bien discrétiser en fait. Il faut bien discrétiser la discrétisation, ce elle doit être faite par radier. l'utilisateur. Ouais, voilà. Ok, j'en ai encore quelques-unes, messieurs. FONPROF applique que la procédure du modèle de terrain au sens de la norme NFP 94-262. Qu'en est-on pour le pieux modèle? Alors, FOMPROF, il permet de raisonner de deux manières différentes, même si c'est pas très valorisé sur l'interface. Il nous permet dans un premier temps de saisir, donc de faire un calcul au droit d'un pieu, ce qu'on appelle le pieu modèle. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre les caractéristiques mécaniques à l'issue de la campagne de sondage et puis du traitement qu'on en fait pour établir le modèle géotechnique pour un pieu donné. C'est-à-dire qu'on peut calculer avec un sondage qui serait placé soit sur le pieu, soit à proximité. Il est également possible de gérer et de définir des couches de sol en entier. C'est-à-dire, soit je mets des mesures, autant de mesures que je veux au droit du pieu, soit je définis des formations géotechniques avec des paramètres caractéristiques. Donc vous pouvez traiter les deux modèles. Ah non. Autre question. L'effet de voûte entre les nervures du radier.
Alors, si la question s'intéresse à savoir qu'est-ce qui se passe localement entre le nervure du radier, il est tout à fait possible de l'appréhender avec un export déjà sur TASPLAC, parce qu'on voit la réaction du sol. Donc, si on a un radier composé de plusieurs parties avec des inerties différentes, on va avoir un effet sur la transmission des efforts qui viennent du radier vers le sol, et donc avec des réactions qui sont différentes localement au droit des nervures et entre nervures. Donc cet effet de voûte, entre guillemets, qu'on appelle, il peut être évalué directement dans TASPLAC. Un export Berta-Seldo permettra de nous renseigner sur ce qui se passe en profondeur. Et donc d'évaluer, si besoin, l'effet sur d'autres ouvrages qui seraient par exemple enterrés. Très bien, merci. Autre question. Bonjour, est-il possible de modéliser un radier en pente? Exemple, clarificateur de station d'épuration. Oui, mais il faut discrétiser en fait le radier. Donc c'est comme une radier avec l'inertie variable linéairement. Donc c'est à l'utilisateur qui discrétise le modèle en fait. Et en mettant en différentes plaques posant à différents niveaux, quoi. Très bien. Personnellement, je n'ai jamais fait, mais ça donne envie. Hein. Foxta prend-il en compte l'évolution du module de déformation E en profondeur? Ouais, la Alors. question concerne le SWOT module déformation. Donc, dans la notice technique de TASPLAC, le chapitre 3.1.2.2, qu'on a déjà bien expliqué en fait le SWOT module en fonction du niveau de déformation, en fonction du type d'ouvrage. Donc, a priori, oui, on prend en compte l'évolution de module de déformation dans TASPLAC et dans TASENDO, en fait. Très bien, merci. Écoutez, je crois que j'ai une dernière question qui était dans le chat. Est-il possible de modéliser deux radiers posés sur des niveaux différents avec des épaisseurs différentes? Oui, ça c'est. Oui. Là, par exemple, dans l'exemple, on a deux radiers avec des niveaux différents et d'épaisseurs différentes. Très bien. Écoutez, de mon côté, je ne vois plus de questions. Ah, pardonnez-moi, une nouvelle question vient d'arriver. Pour les bâtiments courants, quelle valeur de tassement absolue peut-on accepter? C'est un critère défini par maître d'ouvrage, mais en général, pour une fondation superficielle avec une largeur de B, le tassement est acceptable. En général, c'est inférieur à B sur 100, en fait. Pour faire travailler la semaine dans le domaine élastique, quoi. Autre question, comment tenir compte des sols gonflants? C'est tout un sujet qui, je pense, dépasse un peu le webinaire. Ok, très bien. Il y a des travaux en cours. Chez Terrasol, on y travaille depuis quelque temps. Voilà, on peut en discuter en parallèle si la personne le souhaite. Qu'elle Donc, prenne elle peut nous contact contacter sans directement problème. avec Absolument, notre absolument. service. Très bien. Mhm. Et dernière question, pour le module fondu, peut-on évaluer la capacité portante d'une fondation avec un ancrage asymétrique? Alors, un ancrage, on comprend un pieu, un terrain peut-être. Alors, on peut tout faire, oui, mais il faut réfléchir sur comment faire. Mais je pense qu'on peut y arriver, oui. Il y a moyen. Il faudrait voir le Ok, cas très bien. particulier, le cas concret pour reprendre à 100%, mais oui. Très bien. Écoutez, de mon côté, je ne vois plus de questions, ni dans le chat, ni dans l'onglet dédié. Je peux vous laisser clore, du coup, le webinaire. Oui, très bien. Eh bien, vous remercier à tous. Merci d'avoir participé à ces premiers webinaires Foxta. Comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, donc on va programmer un deuxième webinaire dédié aux fondations profondes. On vous a déjà fait un petit peu de teasing du cas qui s'est traité. Voilà, n'oubliez pas de consulter notre catalogue formation, de vous abonner à notre newsletter si vous le souhaitez. Vous avez les liens dans la conversation au début, il faudra aller tout au début. Et puis je vous dis à un prochain webinaire.
Et puis, pour rappel, beaucoup tout je le monde. termine. N'oubliez pas d'aller dans l'onglet Applications, où vous avez l'onglet Partage de fichiers, où vous retrouverez du coup le catalogue de formation et la présentation de ce webinaire. Merci à vous, merci à nos intervenants et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée à Au revoir. tous. Merci, bonne Bonne journée, journée. au revoir. Au revoir.